Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La délicate réforme territoriale s'esquisse. François Hollande dévoile les arbitrages sur ce projet qui prévoit de passer de 22 à 14 super régions. Véritable Big Bang institutionnel, nouvelle carte de France. Et c'est aussi un pari politique majeur pour le président. Analyse et détails des arbitrages avec Michel Urvois, éditorialiste à Ouest France, et réaction ce soir du sénateur Gérard Longuet tout à l'heure. Cette question, a-t-il agi seul? Planifiait-il d'autres crimes? Les enquêteurs tentent toujours de faire parler le suspect de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Mehdi Nemmouche refuse de s'exprimer sur les faits. Il devrait être rapidement extradé vers la Belgique. Et de nombreuses questions se posent autour des lacunes de l'antiterrorisme européen. On en parle avec nos invités ce soir. Le budget des armées maintenu alors que les militaires et le ministre de la Défense s'inquiétaient d'éventuelles coupes budgétaires. L'Élysée se veut rassurant et précise que les engagements financiers de la loi de programmation militaire restent inchangés. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et d'abord, direction l'Espagne. Il y a les scandales, les problèmes de santé, mais le roi Juan Carlos restera dans l'histoire comme le souverain qui a tourné la page du franquisme et instauré la démocratie après 38 années de règne. Il passe la main à son fils, le prince Felipe. Le portrait de Juan Carlos par Pauline Dame. J'ai décidé de mettre fin à mon règne et d'abdiquer la couronne d'Espagne afin que le gouvernement et le Parlement mettent en place une succession efficace, conformément à la Constitution. Juan Carlos a 37 ans lorsqu'il monte sur le trône en 1975, 2 jours après la mort de Franco. Ce Bourbon, descendant direct de Louis XIV, entreprend des réformes majeures comme la loi pour la réforme politique qui permet en 1977 l'organisation des premières élections démocratiques en Espagne. Il est aussi le roi qui a ratifié la Constitution en 1978. 23 février 1981, un tournant dans son règne. Juan Carlos déjoue une tentative de coup d'État et gagne l'estime de son peuple et du monde entier. Un monarque discret, proche de ses sujets et respecté de tous. Mais sa fin de règne va être entachée par des ennuis de santé et des scandales à répétition. En 2012, la révélation d'une luxueuse partie de chasse à l'éléphant choque une Espagne plongée dans la crise. Puis la mise en examen pour fraude fiscale et blanchiment d'argent de sa fille cadette, l'infante Cristina. À 76 ans, Juan Carlos passe le flambeau à son fils, le prince Felipe. Il lui confie la lourde tâche d'assurer la continuité et de rétablir le prestige de la couronne. Voilà, retour en France et dans l'actualité ce soir, la délicate réforme territoriale qui s'esquisse. François Hollande dévoile les arbitrages sur ce projet qui prévoit de passer de 22 à 14 super régions. C'est un véritable Big Bang institutionnel, c'est aussi un pari politique majeur pour le président. Analyse et détails des arbitrages dans un instant avec Michel Urvois. Il est éditorialiste à Ouest France, mais d'abord la nouvelle carte avec Sandra Cerquera et Nathalie Guilloire. 14 super régions au lieu des 22 actuelles. C'est le scénario envisagé par François Hollande. Jusqu'au bout, le sort de la Bretagne a fait débat. L'exécutif penchait pour une union avec les Pays de la Loire, mais les Bretons ont voulu rester seuls et ont obtenu gain de cause. Les Pays de la Loire fusionneront finalement avec le Poitou-Charentes, Rhône-Alpes fusionnerait avec l'Auvergne ou la Bourgogne avec la Franche-Comté. Des régions rassemblées par deux, avec une exception. À l'est, où un mariage Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace est envisagé. L'Île-de-France, la région PACA et la Corse ne subissent pas de changement en raison de leur importante densité de population. C'est la capacité pour les 27 milliards d'euros de budget que représentent les régions et 11 milliards d'euros de capacité d'investissement à avoir un effet de levier très important, notamment sur les compétences qui sont celles des régions. Développement économique, formation professionnelle, lycée, voire collège. Est-ce que c'est générateur immédiatement d'économie? Non, mais c'est générateur de gains d'efficacité et à terme ensuite d'économie. Autre volet qui s'annonce bien plus compliqué, la disparition des conseils généraux. Pour éviter de modifier la Constitution, le scénario retenu consisterait à les laisser survivre, mais en les privant d'une partie de leurs prérogatives, qui seraient confiées à l'État, à la région ou à l'intercommunalité. Une mort lente qui inquiète à l'UMP. Soit on dit, on fait de grandes régions,
et on maintient les départements comme gestionnaires de proximité, soit on laisse les régions actuelles plus petites, et éventuellement on envisage la disparition des départements. Mais vouloir faire les deux en même temps, très grande région et pas de département, ça laisse un peu sceptique, surtout que dans le même temps, on vous dit métropole du Grand Paris, métropole ici, métropole là. Qu'est-ce qu'on fait des territoires ruraux? On ne sait pas bien. Le projet de loi est attendu pour la mi-juin. Il sera d'abord soumis au Sénat, puisqu'il a pour objet l'organisation des collectivités territoriales. Voilà, et sur ce sujet, nous sommes en direct avec Michel Urvoas, éditorialiste à Ouest France. Bonsoir Michel. Alors, il y a eu, semble-t-il, de nombreux coups de crayon jusqu'au dernier moment. Oh, ça a même frôlé le psychodrame dans l'Ouest, hein, toute la journée et jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au moment de l'envoi de cette fameuse tribune à la presse quotidienne régionale, ça a été l'indécision totale. Effectivement, donc chacun y est allé de sa pression, de son argument, avec en Bretagne une partie du monde politique, mais toutes étiquettes confondues, au-delà des partis habituels qui réclamait le maintien d'une Bretagne à 4 départements avec à l'esprit l'idée que peut-être la Loire-Atlantique, qui elle fait partie des Pays de la Loire, pourrait un jour réintégrer la Bretagne. De l'autre, des Pays de la Loire, qui certains voulant bien une fusion avec la Bretagne, les autres ne voulant pas. Des ministres dans un camp, des ministres dans l'autre, le Parti socialiste divisé. Ségolène Royal qui ne veut pas travailler avec Jacques Oxiette avec les Pays de la Loire, etc. Donc ça a été comme ça toute la journée. Et donc c'est comme ça qu'on est passé à la dernière minute de 12 à 14 régions. Donc 14 régions. Il y a aussi des grosses régions et des régions plus petites. C'est un équilibre particulier. Oui. Alors, bon, il y a les contraintes locales, il y a les influences politiques locales qui ont largement déterminé la carte. Ce qui est important, au-delà de ce découpage, parce que je pense qu'on focalise beaucoup là-dessus, mais c'est peut-être pas le plus important, parce que ces régions, que ce soit les plus petites ou les plus grandes, on est grosso modo dans la taille des régions européennes. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grandes, etc. Y compris en population, on a aussi des choses tout à fait comparables. Le problème, chez nous, en France, il tient au pouvoir, aux prérogatives des régions et à leurs moyens budgétaires. On est 10 fois en dessous des moyens budgétaires des Länder allemands ou de régions espagnoles ou dans d'autres pays. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est quels vont être les moyens demain qui vont financer les nouvelles spécialités. Bien sûr. Et Michel Urvoas, sur le plan politique, vous nous confirmez bien sûr qu'il y aura cette tribune donc demain dans votre journal et dans la presse quotidienne régionale, tribune de François Hollande sur évidemment cette nouvelle carte territoriale. Absolument, absolument. François Hollande situe sa décision dans une continuité qui commence en 1982 ou 83 avec les lois de fer de décentralisation. Donc il remet ça en perspective, il parle de la nécessité d'économie et il y a quelque chose dont on parle peu, il évoque des communes de 20 000 habitants. C'est-à-dire que François Hollande considère qu'il faut faire des économies et que là où on peut peut-être en faire le plus, peut-être pas tellement au niveau des régions, c'est au niveau des rapprochements, des mises en commun des moyens des communes. Et donc, il ne s'agit pas de supprimer la commune, mais là encore de mutualiser des moyens par entité de 20 000 habitants. Nécessaire source d'économie. Voilà. Merci beaucoup Michel Urvoas. Je rappelle que vous êtes éditorialiste à Ouest France et on lira donc cette tribune de François Hollande demain notamment dans votre journal. On est en direct en ligne avec Gérard Longuet, sénateur UMP de la Meuse. Bonsoir Monsieur Longuet. D'abord votre première réaction à cette carte territoriale. Bonsoir. J'ai été président de la région Lorraine, j'ai même été président de l'Association des régions de France et je trouve que le président Hollande est parfaitement incompétent. Il aurait dû d'abord nous dire quelles sont les compétences des régions dans son esprit, car la taille et la distribution géographique n'ont de sens qu'en fonction de la compétence. Je pense simplement un exemple. Oui, les Länder allemands ont cette taille-là, mais je vous rappelle qu'ils payent et qu'ils gèrent les enseignants, les policiers, les magistrats, par exemple, et cela n'a simplement rien à voir avec les régions de France
qui pour l'instant gèrent en moyenne 1,5% du PIB français, c'est-à-dire 5 à 10 fois moins de leurs homologues. Nous ne sommes pas un pays fédéral. Si le président Hollande veut que la France devienne fédérale, qu'il le dise et qu'il nous explique en effet qu'à cet instant, des grandes régions deviennent pertinentes. Mais Gérard Longuet, si on a c'est pour faire le l'impression... même travail, Oui. pardonnez-moi, si c'est pour faire le même travail, je ne vois absolument pas la nécessité de cet immense désordre. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de réforme territoriale parfaite. Il y a tellement de revendications, tellement de particularités. Oui. Alors, les revendications territoriales, elles sont traditionnelles. Ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on demande aux collectivités d'exercer comme responsabilité. Si on n'en redemande pas plus, il n'est pas nécessaire d'augmenter leur taille. Si au contraire, on leur donne effectivement la responsabilité de recruter, de gérer les enseignants, de gérer et de recruter les policiers ou de gérer et recruter les magistrats. Je vous rappelle que c'est la situation des Länders allemands, puisque je suis frontalier de l'Allemagne, et puisqu'on nous propose de fusionner Alsace et Lorraine, je dirais pourquoi pas, mais à ce moment-là, on veut les responsabilités d'un land allemand, et pas simplement, si c'est pour faire la même chose, c'est-à-dire gérer, balayer et entretenir les lycées, co-gérer la formation professionnelle, je ne vois absolument pas la nécessité. Donc vous demandez les responsabilités qui vont avec, bien sûr. Nous demandons quelle est la conception de l'État et des territoires que François Hollande place derrière sa réforme. Car la carte n'a de sens qu'en fonction des responsabilités qu'on accorde aux différents niveaux de collectivité. Merci. Il a mis la charrue avant les bœufs. Merci beaucoup Gérard Longuet pour votre première réaction ce soir à cette nouvelle carte et pour l'analyse sur ce plateau, le politologue Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors on entend beaucoup de revendications, évidemment les premières critiques à droite, mais pas seulement à droite, à gauche également. J'allais dire, le plus dur commence, les ennuis commencent semble-t-il. Oui, et en même temps, on voit bien que François Hollande est allé assez rapidement. Il voulait faire une démonstration par rapport à des critiques selon lesquelles le pouvoir actuel ne faisait pas de réformes structurelles. Il avait dit, mais on va voir qui sont les réformateurs et qui sont les conservateurs. Alors, Gérard Longuet n'a pas tort de dire, mais il faut poser des choses dans leur philosophie. Mais observons que depuis 2009, la commission Balladur, la droite non plus, n'avait pas une réflexion sur qu'est-ce qu'un territoire, comment bien construire une cohérence entre un esprit des dieux, une histoire, une identité, une gouvernance, quel type de politique, et une efficience économique. Il n'y a jamais eu de réflexion, de sorte que le risque, évidemment, par rapport à cette avancée, cette marche forcée, c'est de donner le sentiment que c'est la carte telle qu'on la conçoit à Paris qui fait le territoire, alors que c'est plutôt le territoire qui fait la carte. Et il y a eu des avancées. François Hollande va sans doute le dire dans sa tribune de demain. Jean-Marc Ayrault y avait insisté. Il y a des grandes agglomérations qui arrivent. Et en même temps, M. Urvoas d'Ouest France n'a pas tort. Quid des populations, quid des territoires ruraux? Quid des départements ruraux ou urbains, ces départements coincés entre des grandes régions? Alors, on va voir quelle va être la suite. Il est fort possible qu'on arrive à une sorte, je dirais justement, d'organisation à la carte, si je peux me permettre. Peut-être, par exemple, pourrait-il y avoir le maintien de quelques départements, là où il y a des zones rurales où on a besoin d'un maillage. Alors l'idée, contrairement à ce qui vient d'être dit au départ, pour la droite comme pour la gauche, c'était l'idée un tout petit peu illusoire qu'on allait lutter contre les doublons en simplifiant le millefeuille territorial. Simplification et source d'économie, c'était les principaux objectifs. Oui, absolument. Oui. Alors, c'est sans doute que l'opinion se fait vraiment des idées sur l'idée qu'il y aurait véritablement des doublons. Mais Gérard Longuet a raison, ce qui est important, c'est le contenu des politiques. Alors, on le voit bien, il fallait faire une démonstration. On attendait plutôt la suppression des départements. Est-ce que ça va être seulement la clause de compétence générale, comme c'était convenu en 2009? Mais c'est vrai qu'une architecture où à la fois on réduit le nombre de régions et on ferait disparaître tous les départements, alors on s'interroge. Elle se trouve où la proximité? Or, évidemment, dans notre histoire, avant même la Révolution française, l'architecture des territoires visait à trouver la bonne articulation entre l'État central, très important dans notre histoire, parce que c'est ça qui tient ensemble la diversité territoriale, et un maillage territorial
très important, de sorte que, je dirais, la dispute ou la diversité qui nous est consubstantielle tiennent ensemble, encadrés par le politique. Beaucoup de questions ce soir avec cette première carte, cette esquisse en tous les cas. Bien sûr, François Hollande a fait sa démonstration qu'il allait vers une réforme structurelle de l'architecture. Honnêtement, c'est pas la priorité des Français, c'est même plutôt dans les sondages en bas de priorité, mais il voulait faire cette démonstration. On va voir concrètement ce que ça veut dire pour les territoires, et notamment, on pense aux territoires les moins dynamiques. Nous le verrons, voilà. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup Stéphane Rosès pour votre analyse ce soir. Dans l'actualité, il refuse de parler au siège de la DGSI à Levallois. Eh bien, le suspect de la tuerie du musée juif de Bruxelles garde le silence. Mehdi Nemmouche devrait être rapidement extradé vers la Belgique et de nombreuses questions se posent autour des failles de l'antiterrorisme européen. On voit tout cela avec Flora Sauvage. Pour empêcher les djihadistes français de frapper dans l'Hexagone, une arme juridique existe. Le délit d'association de malfaiteurs lié à une entreprise terroriste. C'est une mesure préventive qui permet de démanteler en amont des groupes qui préparent un projet terroriste. Un délit puni de 10 ans de prison et de 225 000 € d'amende, mais qui reste peu efficace dans le cas de Mehdi Nemmouche, le présumé auteur de la tuerie de Bruxelles, qui s'est radicalisé durant un séjour en prison. Le radicalisme religieux de Mehdi Nemmouche en détention avait été signalé par l'administration pénitentiaire au service de renseignement. Toutefois, son départ à l'étranger le 31 décembre 2012, soit 3 semaines seulement après sa libération, a de fait entravé toute possibilité de surveillance puisqu'il ne se trouve plus dès lors sur le sol français. En avril dernier, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a présenté un plan de lutte anti-djihadiste. Parmi les mesures concrètes, la mise en place d'une plateforme Internet et d'un numéro vert pour signaler les candidats au djihad en partance vers la Syrie. Un plan qui n'a pas permis d'intercepter l'auteur présumé de la tuerie du musée juif de Bruxelles, car un voyage dans un pays en conflit n'est pas un délit. Pour le ministre de l'Intérieur, il faut renforcer la coopération internationale. Il s'agit d'accentuer en tout point de l'Union européenne la détection et la surveillance des réseaux terroristes, aux frontières de l'Union également. Après les meurtres commis par Mohamed Merah, la Direction générale de la sécurité intérieure a tout récemment vu le jour. Elle doit bénéficier de moyens humains et techniques renforcés. Mais elle a été incapable d'empêcher la tuerie de Bruxelles, car le profil de Mohamed Merah et de Mehdi Nemmouche échappe au filet juridique mis en place. Tels des loups solitaires, ils sont absents d'Internet et ne fréquentent pas les mosquées, ce qui rend d'autant plus difficile leur surveillance. Et nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Serge Portelli, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes magistrat à la Cour d'appel de Versailles, vice-président au tribunal de grande instance de Paris. Et vous êtes également, vous l'avez été, l'auteur du livre La prison après la peine. Avec nous également Mathieu Delahousse, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste, spécialiste des affaires de justice et auteur de l'ouvrage Justice, le ministère infernal. Alors nous allons parler ensemble, messieurs, d'une réforme à venir. C'est la réforme pénale, c'est la réforme qui fait parler de Christiane Taubira dans un instant. Mais d'abord, je voulais avoir votre réaction à cette actualité, évidemment, autour du suspect de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Mais d'abord, Serge Portelli, sur la prison. Lieu d'embrigadement, phénomène d'embrigadement en prison, de plus en plus important. Écoutez, il y a une ancienne formule à laquelle je ne crois pas trop, mais on disait que la prison était l'école du crime. Et bon, il y a une partie de vrai, une partie de faux là-dedans. Là, en l'espèce, on a quand même, avec toute la réserve qu'impose l'immédiateté de l'actualité, l'impression qu'on a mis ces individus qui étaient quand même, qui avaient un passé de délinquants, qui avaient une enfance assez terrible, il faut bien le dire. On l'a trempé pendant 2 ans dans une prison et il en est ressorti, j'allais dire du jour au lendemain, effectivement, comme un djihadiste assez furieux qui est parti presque immédiatement pour la Syrie, où il a fait ses classes, si on peut dire. Donc, il faut être très 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 prudent dans cette analyse-là. Mais pour moi, cette affaire illustre la faillite de la prison qui, effectivement, peut parfois être un lieu dont on peut sortir, j'allais presque dire, mais pour le reste est un lieu de grande déstructuration, de grande déshumanisation, et où des gens faibles, par hypothèse, sont à la merci d'embrigadements de toutes sortes, que ce soit dans la délinquance ou dans des mouvements de ce type-là. Donc, urgence d'une réforme du système carcéral. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend ? Écoutez, ça fait déjà 2 ans qu'on attend, déjà. Et c'est vrai qu'on avait une réponse
qui était donné dans les années précédentes, qui était faisons de la prison, faisons encore plus de prisons, construisons encore plus de places de prison. Malheureusement, depuis le temps qu'on construit des nouveaux bâtiments pénitentiaires, ça ne change rien ni à l'évolution de la délinquance, ni à la récidive, ni à quoi que ce soit. Et donc, je pense qu'il est temps de réfléchir à qu'est-ce que vraiment est la prison, qu'est-ce qu'elle produit. C'est peut-être là l'urgence la plus grande. Et est-ce qu'on ne pourrait pas inventer quelque chose d'autre? Alors, je pense que c'est ce que veut, en tout cas, Christiane Taubira. Est-ce qu'elle va y arriver? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, le point de départ est louable. Alors, ce que veut Christiane Taubira, on va en parler également avec vous, Mathieu Delahousse. On va voir justement ce que comprend cette réforme pénale, quelles sont ses mesures phares. On en parle juste après, mais d'abord, les détails, regardez, avec Jérôme Bonnard. En présentant sa réforme l'automne dernier, Christiane Taubira avait prévenu. Ce texte de loi, lorsqu'il sera adopté en application, ce qui va compter, c'est l'efficacité que ces mesures pourront avoir. Et l'enjeu est grand. Comment désengorger les prisons françaises surpeuplées? Il s'agit de lutter contre la récidive avec des mesures phares, dont la fameuse contrainte pénale. Une alternative à la prison. En liberté surveillée, le condamné aura des obligations et sera suivi de près. Cette mesure vise les délits passibles de 5 ans d'emprisonnement, voire 10, comme le souhaitent certains députés du groupe socialiste à l'Assemblée. Autre aspect marquant de la réforme, la suppression des peines planchées. Cette peine minimale permet aux récidivistes de passer moins de temps en prison sans néanmoins y échapper. Elle devrait donc passer à la trappe. Moins de prison pour certains délinquants. L'opposition accuse la ministre Christiane Taubira de laxisme. Elle se défend aujourd'hui de vider les prisons. On m'accuse de vider les prisons alors qu'on vient de battre 2 fois des records de surpopulation carcérale. Avant de sortir, les condamnés bénéficieraient d'un examen systématique de leur situation dès qu'ils auraient purgé 2/3 de leur peine. Bracelet électronique, semi-liberté, au juge ensuite de décider comment aménager leur peine. Une question reste en suspens, le coût de cette réforme. Elle nécessitera de nombreux moyens humains. Alors Mathieu Delahousse, c'est un grand chantier difficile du quinquennat qui s'annonce. C'est un chantier extraordinaire parce qu'on passe d'une philosophie à une autre. La grande difficulté, c'est de savoir est-ce qu'on va rester uniquement au changement de philosophie ou est-ce qu'il va réellement se passer quelque chose. La réponse est un peu dans la question, mais la vraie difficulté, c'est de remplacer aujourd'hui les peines planchées, système automatique, système symbole d'une justice sarkozyste qui a été beaucoup vilipendée dans les milieux de la magistrature. Aujourd'hui, il faut savoir qu'est-ce qu'on met à la place et est-ce qu'il faut mettre quelque chose à la place. Le constat aujourd'hui fait par la gauche et l'ensemble des parlementaires qui ont travaillé là-dessus, c'est que les recettes en cours ne marchent pas. Ils s'appuient notamment sur le fait que les peines planchées ont été prononcées au nombre de 45 000 en 5 ans, ce qui serait une mesure gadget, a dit l'autre fois le rapporteur parlementaire de ce projet de loi. Et donc il faut trouver autre chose. Alors on va solder ce bilan sarkozyste en soulignant que le bilan judiciaire est inefficace. On a bien du mal aujourd'hui à construire autre chose. Et ce qui est intéressant, on rentrera peut-être après dans le détail des mesures, mais c'est de voir l'ampleur de cette bataille, non pas à 2, mais à 3, qui s'ouvre devant le Parlement. Bataille à 3, pourquoi? Et parce qu'il y a la droite qui est contre ça. Oui. On pouvait bien imaginer qu'il serait contre Christiane Taubira, c'était prévu, c'était écrit. En revanche, qui était moins écrit et qui devient de plus en plus saillant, c'est qu'il y a les deux gauches qui vont se manifester sur ce secteur. La gauche avec effectivement oui. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve d'un côté, sur un texte modéré qui ne fasse pas polémique, qui n'est pas l'office d'un chiffon rouge contre la droite avec cette accusation de laxisme. Taubira, et puis de l'autre côté, Christiane Taubira oui. et plusieurs parlementaires qui espèrent un texte plus large. Serge Portelli, tout se focalise sur la contrainte pénale. On rappelle que c'est le contrôle, le suivi des délinquants à l'extérieur de la prison. D'abord, à quels délinquants s'adresse cette mesure? Est-ce qu'on le sait précisément? Oui, tel que le projet est présenté actuellement officiellement par Christiane Taubira, ce projet s'adresse aux personnes qui sont condamnées, qui encourent des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Ce qui veut dire qu'on est dans la petite et dans la moyenne délinquance. Mais le texte ajoute aussi que
cette peine, c'est une vraie peine, s'adresse à des personnes qui ont un profil un peu particulier, qui nécessitent une prise en charge un peu plus soutenue, j'allais dire, que le condamné ordinaire, et qui nécessiterait donc un accompagnement par, un suivi socio-judiciaire, qu'on peut dire. C'est-à-dire que les conseillers d'insertion et de probation, qui d'habitude suivent par exemple les sursis avec mise à l'épreuve, vont devoir là faire preuve de davantage d'attention, de davantage de présence, de davantage de soutien. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas aller plus loin ? Et c'est là que le bas blesse, j'allais dire. Parce que pour qu'on crée une nouvelle peine, vraiment une nouvelle peine, pas simplement quelque chose qui se sous-rajoute au millefeuille, pour reprendre une expression en cours, des sanctions qui se trouvent dans le code pénal. Il faut vraiment que ça soit une peine, je veux dire, attractive. C'est un peu bizarre de dire ça, mais il faut à la fois que les magistrats sentent que c'est une vraie peine, qu'elle sera réellement appliquée, qu'il y aura des moyens. Et que la société aussi perçoive que c'est une vraie peine qui sanctionne. Voilà. Ouais. Je commençais par les magistrats très égoïstement, mais c'est surtout la société qui doit accepter cette peine-là. Est-ce qu'il y a toute une réflexion justement autour des peines et des sanctions, Mathieu Delahousse? Est-ce qu'il y a chez Christiane Taubira, dans son ministère, puisque vous travaillez sur ce ministère, vous avez écrit, est-ce qu'il y a eu une réflexion autour de la sanction? La réflexion sur la sanction, elle est au centre de tout ça. Et s'il y a déjà un succès qui a été apporté par cette réforme pénale ou par cette réflexion autour de cette réforme pénale qui peut-être ne donnera rien effectivement sur le terrain, c'est l'une des hypothèses aujourd'hui. Peut-être que cette réforme va faire pchit, mais elle a déjà eu plusieurs mérites et l'un de ceux-là, c'est d'avoir porté un diagnostic précis sur, effectivement, l'échec de la justice quant à l'ensemble de ces petites peines. Aujourd'hui, chaque année, on estime qu'il y a 600 000 peines correctionnelles qui sont prononcées. Alors ça va effectivement de la conduite en état d'ivresse aux jeunes qui se fait surprendre dans la rue avec une boulette de shit, les coups et blessures. Il y a un certain nombre d'agressions qui peuvent être effectivement là-dessus aussi. Et on voit que pour des tas de raisons, soit ces peines ne sont pas exécutées, soit elles le sont bien plus tard. Et c'est là-dessus que les parlementaires ont commencé à travailler. Et ce constat d'échec, il est posé. Après, il y a deux options. C'est effectivement soit les peines planchées, soit cette tentative de ramener notamment ces jeunes délinquants vers ce qu'on appelle la sur désistance. Les peines, Serge Portelli, est-ce que vous entendez certaines critiques, notamment à droite, qui disent que finalement, dans ce projet, et peut-être même dans les déclarations de Christiane Taubira, il y aurait cette volonté, cette intention d'éliminer quasiment les peines de prison. Est-ce que vous avez décelé cette intention quelque part dans ses paroles, dans son discours, dans son projet? D'abord, ce serait une intention folle. Et je crois que Christiane Taubira n'est pas folle du tout. On ne peut pas supprimer la prison aujourd'hui. C'est pas l'envie qui manque à un certain nombre de personnes, mais je veux dire, soyons réalistes. Enfin, on vit en France en 2014, et personne n'a envie que la prison disparaisse, puisqu'on ne peut pas, personne ne l'accepterait, et on n'a rien pour la remplacer. Donc, ce qu'il faudrait peut-être, c'est essayer de réduire la voilure. C'est-à-dire que cette prison est utilisée un peu trop souvent. Je vous donne un exemple très simple pour qu'on le comprenne. Plus de la moitié des peines qui sont prononcées aujourd'hui par les tribunaux correctionnels sont des peines de moins de 6 mois d'emprisonnement. Moins de 6 mois d'emprisonnement. Plus de la moitié. Donc, si on supprime ou si on aménage ces peines ou si on les remplace par autre chose, vous pensez vraiment qu'on va... c'est les grands délinquants, les terroristes qui vont... Mais non. Projet qui arrive évidemment au Parlement dès demain. Excusez-nous, nous avons été un peu pris par le temps, par l'actualité ce soir. On aura l'occasion de reparler de cette réforme, de ce projet avec vous, messieurs. Merci Serge Portelli, merci beaucoup Mathieu Delahousse. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle la principale information. François Hollande a donc tranché. La nouvelle carte de France comptera finalement 14 super régions. Il s'en expliquera demain dans une tribune à lire dans vos quotidiens régionaux. L'Élysée qui annonce également un report des élections régionales et départementales prévues en mars pour l'automne 2015. Nous reviendrons bien sûr sur ces informations dans nos prochaines éditions. Tout de suite, votre soirée documentaire sur Public Sénat. Belle et douce nuit à vous. À demain, avec plaisir.